peut-être que c'est l'inconscience, hein. Je sais pas. Mais quand je visualise quelque chose, en fait, je le fais avec de l'aisance parce que c'est complètement normal de le faire. C'est ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu joues un peu l'imbécile, quoi. Ah non, c'est ça que je veux faire. Et les gens qui te mettent des mythos, ils comprennent pas, il va jamais réussir. J'ai entendu beaucoup de Français dire ça à l'époque. Tu sais, quand tu rentres à la plage, au bercail, quand tu as grandi, mais les mythos, jamais il va faire ci, jamais ça. Eh ben voilà, je sais pas où ils sont, mais je sais où je suis. Et c'est vraiment compliqué parce que au début, ça faisait un petit peu mal de voir les gens que tu crois qui t'aiment et qui te supportent, des gens même de ta famille qui étaient t'es le fils du boulanger, reste en bas du clocher, quoi. Et en fait, les gens, ils te mettent des bâtons dans les roues dans ta tête, à toi tout seul, hein. Leurs doutes peuvent être dangereux, en fait, pour ton mental à toi aussi. Mais ouais, ton corps, il comprend pas la différence entre c'est bon ou c'est pas bon. Sauf que quand tu te le dis toi, ton corps, il comprend à ce moment-là. Quand quelqu'un te dit c'est pas bon, tu te fais du souci et tu te poses des questions. En fait, tu vois, c'est un peu comme toi, demain, tu veux avoir le meilleur podcast de la planète, tu te le dis que tu vas le faire et tu le fais. Il y a rien d'autre. C'est pas plus compliqué. I want to do this. Et tu le fais. Et terminé. C'est facile d'être négatif, surtout avec dans le monde où on vit tous les jours. Tu regardes, tu allumes la télé, tu as envie de partir de cette planète. Tu dis, il y a quelqu'un sur Mars. Tu as envie de te casser. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment d'être égayé et de pouvoir avancer. Mais on va y arriver. Les humains, il y a plus d'humains qui sont bons que mauvais. Et un jour ou l'autre, on va tous se révolter pour la bonté et ça va être très, très bien. I'm from France. And tu sais, c'est marrant parce que si tu fais ça à qui que ce soit comme autre culture, minorité aux États-Unis, les gens qui me parlent comme ça sont non seulement virés, mais ils sont cancel. Ah ouais. Tu te vois, toi, je suis en train de t'expliquer comment quelqu'un, comme tu viens de voir chez Congo, d'Afrique, parlerait et je te le mimique, et je me fais sauter en l'air. Bien sûr. Bon, ça fait 20 ans qu'on se fout de ma gueule. Et moi, je dois le prendre avec le sourire. Des fois, rarement, je fais « Tu sais que c'est un petit peu offensif. » Ouais. Mais... Et comment on réagit quand il dit ça ? Les gens, ils s'en rendent compte. Il fait « Oh, c'est pas parce qu'il est complètement blanc que je peux me foutre de sa gueule impunément, quoi. » C'est pas parce que... C'est comme si je me foutrais d'un mec qui a un accent en Finlande toute la journée, quoi. À la fin, le mec, j'espère qu'il va me dire « Arrête de te foutre de moi, quoi. C'est bon, j'ai compris. » Sans ça, c'est vraiment un vrai... Tu sais, des fois, j'ai le problème, quand je viens faire des interviews en France, ça fait 25 ans que je vis ici, Marie, Anne. 25 ans. Bon, c'est à la Vierge Marie, je sais pas pourquoi. Ça fait 25 ans que je vis ici, tu vois. Ça fait plus de temps dans ma vie que je vis aux États-Unis que je vis en France. Je suis parti à 20 ans, j'ai 47 ans. Donc, je suis plus lingo américain que français. Mais j'ai toujours un accent en anglais. Et maintenant, quand je vais en France, des fois, je trouve pas mes mots. Ah oui, ouais. Alors, comment c'est foutu de la gueule de Van Damme, le regret qu'il y a. Ah, le regret. Parce que quand tu te trouves dans cette situation, j'entends rarement parler français. Mère Teresa a déclaré avec sagesse : la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Cette citation prend tout son sens dans l'épisode de French Expat du jour, un épisode qui met en lumière la vie plutôt fascinante et surprenante de l'acteur franco-américain Gilles Marigny. Aujourd'hui, avec Gilles, on discute de ses débuts modestes en tant que serveur, boulanger ou encore sapeur-pompier. Et puis, on décrit, il nous explique son parcours et comment est-ce qu'il en est arrivé à exercer son métier, sa passion à Hollywood. Au cœur de notre discussion, vous allez voir la réalité émotionnelle de la vie en tant qu'expatrié dans le monde du divertissement aux États-Unis. Gilles Marigny nous offre avec une honnêteté assez touchante les défis et les doutes qui ont émergé dans son métier, dans son écosystème pendant la pandémie du coronavirus. Les artistes, malgré l'importance assez cruciale finalement de leur contribution à la société, ont souvent ressenti un sentiment d'inutilité. Alors aujourd'hui, je vous invite à transcender le glamour d'Hollywood pour découvrir un aperçu authentique de la vie d'un expatrié, Gilles Marigny, tout en soulignant les enseignements universels que chacun d'entre nous peut appliquer afin de surmonter les défis avec bonheur et une sacrée dose de détermination. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance éditoriale, abonnez-vous sur frenchmorning.com.
Allez, c'est parti, place à ma conversation avec Gilles Marini. Bonjour Gilles et bienvenue dans French Expat. Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi ce matin. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, Anne-Fleur. Je suis en pleine forme. Il est 9h du matin, donc Los Angeles, nickel, tout va bien. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. Un grand merci à toi. Une chose que j'aime bien en fait faire pour raconter en fait l'histoire, nos parcours en fait à l'étranger, c'est remonter le temps finalement. Donc j'aurais bien aimé remonter carrément de quelques années en avant. Tu m'en as parlé juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. Tu me parlais de tes souvenirs en tant que sapeur-pompier. Ça fait combien de temps là que tu es aux États-Unis ? Waouh. En fait, ce que je dois faire, c'est que je dois compter l'âge de mon fils plus 9 mois. Ça fait 25 ans. Je crois que donc tu es né au sein d'une famille multiculturelle toi-même. Ta maman était italienne, ton papa était grec, c'est ça ? Alors l'inverse. L'inverse, pardon. Mais non, t'as pas donné, pardon. Non, ma maman souche grecque, Galicis de Athènes. Elle a aucune connexion spécifiquement elle-même avec la Grèce, ses ancêtres. Mais elle parle complètement italien. Elle est plus, mais il faut pas lui dire. Et mon papa, Firenze, italien de souche. Marini, je peux pas vraiment le dire. Ah non, tu peux pas le cacher. Non, c'est de Cannes, Marini, normal. Et du coup, toi, tu as grandi dans le sud de la France, c'est ça ? Ouais, je suis né entre une pâtisserie-boulangerie à Saint-Vallier-Grasse, parce qu'il y a toujours des complications avec moi depuis que je suis tout petit. Comment ça ? C'est toujours... Si je me pointe pour la naissance, il faut que ça soit un bordel pour maman, hein, sinon ça sert à rien. Hein. 25 heures, à la moitié, t'es en train de servir des clients à la pâtisserie, bref, c'est un truc de fou. Et elle me dit toujours, c'est marrant parce que la première fois qu'on t'a vu, c'était tes fesses. Parce que je suis né, tu sais, ils appellent ça breech. Un siège. Un siège, ouais, voilà. Et donc, j'ai toujours fait le bordel à maman, quoi. C'est normal. Mais non, Grasse, Cannes, en fait, elle a commencé un peu le travail à Saint-Vallier, Grasse, et puis ensuite, bien sûr, Cannes, quoi. Je pense ils m'ont un peu sauvé à Cannes, quoi. Et puis, à l'âge de 4-5 ans, mon papa et ma maman ont déménagé dans le sud de la France, sur Cannes, pour prendre une boulangerie-pâtisserie. Et puis, j'ai grandi dans une boulangerie-pâtisserie toute ma vie. D'accord. J'ai lu quelque part quand même, c'est toi qui faisais les éclairs à un moment. Les éclairs. Ta page Wikipédia. Alors, c'est vrai ou... ma chérie d'amour. J'ai aucun mérite parce que je suis né dans une pâtisserie-boulangerie. Donc, à l'âge de tu peux parler, tu dois travailler. Et du moment où tu commences à travailler dans ce truc-là, ça devient un peu logique et facile. Mon père, depuis que j'ai l'âge de 6-8 ans, il me disait, allez, tu t'occupes de la pâtisserie, tu fais ça. Donc, c'est moi qui faisais un peu les gâteaux. Donc, un éclair, c'est l'un des plus faciles trucs à faire sur la planète. C'est vrai ? C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est les fraisiers, un royal, une tropézienne. J'aime bien les choses comme ça où c'est un peu plus, où ça prend toujours 2 jours. Ouais, ça prend du temps, c'est ça. Ouais, c'est pas le truc le plus compliqué, mais il faut avoir du temps devant ça. J'adore. Et alors, donc, du coup, tu as grandi dans la boulangerie-pâtisserie, mais je sais pas, arrivé à l'adolescence, tu pars sur Paris, tu deviens pompier ? Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon papa, écoute, il était toujours... c'était quelqu'un un peu de l'époque où si tu as 2 mains, 2 pieds, tu travailles, quoi. Tu travailles jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Et il a réussi à faire ça. Il est parti à 44 ans. Donc, il était très champion, mon père. Il a toujours bossé comme un fou et il a payé le prix. Il a payé le prix. Ouais, en fait, ouais, j'ai travaillé du moment où vraiment je pouvais un petit peu aller tout seul 3 étages en dessous à la pâtisserie et commencer à bosser. J'ai toujours été attiré par ça personnellement. Ah, t'habitais au-dessus ? J'habitais au-dessus, ouais. Jusqu'à mon premier appartement où j'ai pris, c'était une chambre, en fait. Sans toilette, sans rien, tu vois, le truc. À 15 ans, je suis parti de chez moi et je me suis mis juste au-dessus de la boulangerie-pâtisserie. Comme ça, moi, à 4 heures du matin, quand tu te réveilles avant d'aller à l'école, aller travailler, t'as juste à descendre l'escalier coulisson, quoi. C'est marrant parce que personne n'a jamais entendu ça. Et donc voilà, quoi. J'ai toujours bossé là. Et puis, à 18 ans, c'était la dernière année d'incorporation forcée pour l'armée. Le service militaire ? Voilà, les gens de 76. Moi. Mais j'avais énormément envie de prouver à mon père que j'avais l'aptitude physique et mentale pour pouvoir faire l'armée, quoi. L'armée, pas seulement une armée
on va nettoyer les toilettes pendant 10 mois, 1 an et demi, et puis voilà, on a compris ce que c'est la hiérarchie. Je voulais plus un truc un peu soit disciplinaire ou soit les forces spéciales et tout ça. Et puis les pompiers de Paris, c'était un où c'est difficile de rentrer dans les pompiers de Paris parce que Ce que j'allais dire, c'est très sélectif. super sélectif, et surtout quand tu viens du Sud. On n'était que 2 dans mon contingent, un de Fayence et un de Cannes. Tout simplement parce que c'est tellement compliqué et dur qu'il vaut mieux l'esprit, qui rentre chez les gens, ils voient leur famille de temps en temps. Parce que chaque fois, pour moi, il faut redescendre dans le Sud, quoi. Et je le faisais tous les week-ends, hein, par contre. Ça, je le faisais. Hein. Je partais vendredi soir, je rentrais lundi matin à 4-5 heures du matin avec le train. Ah, c'était un truc de fou. T'as des frères et sœurs ou tu Ouais, rentrais ouais. juste voir tes parents? Ouais. Ni les parents, ni les frères et sœurs. J'avais 18 ans, je rentrais faire le feu. Laissons dire la vérité. Mais non, oui, j'ai une sœur Esther, qui a 33 mois plus que moi. Comme ça, moi, je dévoile aucun âge. Et puis, un très, très, très beau, très gentil frère qui a 33 mois de moins que moi. Ah oui, vous êtes vraiment espacés tous de Ouais, 33 mois, c'est ouais, marrant. ouais. Ok. Et donc voilà, c'est une famille assez soudée, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. T'es resté combien de temps, du coup, faire ton service Bah, je crois chez que tes parents? c'était 1 an, un truc comme ça, les dernières années. Donc j'ai fait ça. J'ai vu plein de choses, j'ai appris plein de choses, c'était super. Être pompier à Paris, ça a été un peu, surtout l'incorporation, ça a été un peu une révélation de qui tu es en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dois apprendre, les choses qu'il fallait que... Mon père était au courant, il y a des choses qu'il fallait que tu apprennes en groupe d'hommes, ensemble, à faire des choses un petit peu compliquées, difficiles, ennuyeuses, inconfortables, blablabla. Bla, bla. Et ça, c'était hyper important pour un gamin de 18 ans de dire, OK, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la rue, c'est ça. Parce que même si j'ai un peu grandi dans un quartier où c'est facile, t'apprends les choses, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses, mais la hiérarchie et être un soldat, je ne connaissais pas vraiment. Et j'avais un peu une a priori de ce qui allait se passer. Et puis, en fait, tu te trompes tout le temps, quoi. C'est une histoire de camaraderie. C'est dur de t'imaginer que la personne qui est juste derrière toi va risquer sa vie 100% pour toi. Et à ce moment-là, tu te rends compte, waouh, l'homme, il fait plein de choses horribles, mais surtout en ce moment. Mais on fait aussi pas mal de choses extraordinaires. Et pompier, chaque fois que je vois un pompier, voilà, j'ai un respect spécifique pour eux. Il faut vraiment le faire et l'être pour comprendre la dedication, comment on appelle ça, le désir de faire des choses pour les autres sans vraiment être payé. Faut dire ce qui est. C'est un petit peu comme les gens qui vont à la guerre, c'est un petit peu les policiers. Mon fils, il est LAPD, je pense que tu sais ce que c'est. Ah ouais, Ouais. la police de Los Angeles? Voilà, ouais, donc c'est un peu un renouveau aussi à ce niveau-là pour moi, parce que je me rends compte un peu de ce qui se passe un peu plus profondément dans les rues de Los Angeles et un peu dans les rues du monde entier. C'est assez compliqué en ce moment. Et puis, évidemment, le souci, tu mets un enfant au monde et puis tu l'envoies un peu à la guerre, quoi. Parce que même si les gens ne se rendent pas compte, quand t'es à la guerre, t'es au courant qu'on te tire dessus. Mais quand t'es un policier dans la rue, t'es pas au courant qu'on va te tirer dessus, quoi. C'est un petit peu pareil. Tu te fais quand même tirer dessus. Donc, c'est un petit peu violent, un peu difficile. Mais à la limite, je sais que mon fils aussi, il est en train de faire, c'est pas dans la vie, quoi. Mais d'une façon un petit peu plus comme moi je l'ai fait, sans, on me tire dessus, quoi. Et alors donc du coup, tu fais ça pendant 1 an. T'avais quoi comme, est-ce que t'avais une idée en fait de ce à quoi t'aspirais, après ça? Est-ce que tu pensais, je sais pas, retourner, dans le sud? Comment t'avais quoi comme aspiration en fait? Alors, c'est une des meilleures questions que j'ai jamais eues. Ah, Ah. je vais dire pourquoi. Parce que tu as touché une ligne. On m'a jamais posé la question comme ça. Alors, je peux pas te répondre entre j'ai appris plein de choses et puis j'ai décidé de partir aux États-Unis, parce que ça rime un petit peu à rien. Mon papa est tombé malade en plein service militaire pour moi. Donc, cancer terminal. Donc, il lui reste pas longtemps à vivre, quelques mois. Donc moi, je finissais mon service militaire. Je voulais savoir si je pouvais, qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais m'engager, est-ce que j'allais faire ça, parce que mon père était fier de ça. Est-ce que je retournais un peu en bas et puis trouver un boulot, parce que quand t'es pompier de Paris, faut dire les choses comme ils sont. T'es pompier de Paris, tu as du boulot partout. Ah, tu sors des pompiers de Paris, tu ne peux pas ne pas me dire que tu as n'importe quel boulot, et dans n'importe quel field, hein, tu peux plein. C'est pas que je peux être pompier ici, je peux être pompier là. Le respect que les pompiers de Paris ils ont, peut-être les anciens, je sais pas comment c'est aujourd'hui vraiment, après 25 ans ou 30 ans bientôt. Mais je trouve que c'était extraordinaire de pouvoir, moi j'ai trouvé un boulot de suite, mon père était à l'hôpital évidemment, on a un problème avec la pâtisserie-boulangerie parce qu'évidemment, les gouvernements ils se rendent compte que le patron d'une pâtisserie-boulangerie est en train de décéder, tu peux pas embaucher des gens pour le remplacer parce que ça coûterait tout en taxes, t'as pas assez de revenus. Ils sont intelligents les Français. Donc on va te la fermer ta pâtisserie. C'est pour ça
Ah, waouh. que je suis parti. J'ai vu que mon père est décédé. J'ai vu la façon dont ma maman a été traitée pour pouvoir récupérer tous ses biens à elle, tout ce qu'elle avait travaillé dur pour. Jamais de pension, jamais de retraite. Alors j'étais vraiment un petit peu, tu sais, je sais pas Ça si va ça a monter, quoi. Ouais. changé parce que tu es à Denver et moi je suis à Los Angeles, mais c'était un petit peu compliqué chaque fois que tu voulais être patron en France. C'était plus tu vas faire le SMIC en tant que patron ou tu fais le SMIC et tu fermes ta gueule. Donc en fait mon père il voulait plutôt être le patron et faire le SMIC. Il me l'a toujours dit. Hein. Donc c'était jamais vraiment spécifique ou quoi que ce soit comme ça, mais juste travailler dur, voilà, middle class, travail dur, et puis tu te retrouves avec un gouvernement qui était ou qui est extrêmement rapace à propos de tes revenus, quoi. Donc c'était un peu compliqué. T'es à Denver, j'ai rien à t'apprendre. Et donc j'ai été écuré. Je sais pas comment te le dire. J'avais un petit peu des photos mannequinat d'un photographe qui s'appelle Fred Goudon. Et puis, j'ai un peu tenté ma chance, hein, sac à dos, conneries. Et puis, j'ai pris un avion et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Starkey Hutch, le film, le cinéma, le mannequinat. Ça avait l'air un petit peu plus attirant parce que je me sentais plus un étranger en France qu'un étranger aux États-Unis, immédiatement. Alors que tu n'avais jamais vécu à l'étranger Non seulement avant. ça, j'ai jamais pris un avion et j'ai jamais parlé le mot en anglais. J'arrivais, je connais, c'est absolument rien. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu comprends rien. Mais immédiatement, ça a pris 2-3 jours pour voir une situation, pour un appartement, mais tout Alors, ça sans rien. c'était avant l'an 2000. On est d'accord. Parce que maintenant, c'est 98, quand même plus compliqué. ouais, ouais, en fait, c'est extrêmement compliqué le moment où your mental fortitude tells you that it's impossible. D'accord, donc en gros, tu veux dire qu'on se met des barrières mentales Tout seul. Si tu dis que et c'est que, facile, ouais. si tu dis que c'est ça que je veux faire, je te garantis, non, soit la solution, tu la trouves, et ça c'est Einstein, ou sinon c'est juste your mental fortitude makes you like, this is what I'm, c'est ça que je vais faire, et je vais faire ça, et c'est très facile. Si tu te mets dans ta tête que c'est facile, ça devient facile. Maintenant, il y a plein de gens qui me regardent et me disent, mais ce que tu as fait, c'est 1 sur 1 milliard. Peut-être que j'étais le 1 sur 1 milliard à penser que c'était assez facile. C'est comme ça que ça va se passer et c'est pas autrement, sans être méchant, sans être ou quoi que ce soit. C'est juste dans ma tête, c'était non, c'est possible. Donc ça l'a été. Le moment où tu te dis ça va être dur, ben, c'est dur. C'est dur. Donc je l'ai pris un peu plus aisément l'arrivée aux États-Unis, dans le sens où oui, il y a les papiers à faire, il y a plein de choses, il y a des centaines de choses que tu dois flipper. Attends, tu veux vraiment flipper? Avant que j'entame mes papiers, messieurs là, ma femme, elle est là avec moi, elle est enceinte de 6-8 mois. Hein. Donc tu l'as rencontré en fait dès que t'es arrivé, parce que tu me dis que c'est 9 mois. Voilà ce qui s'est passé. Je passe 5 mois aux États-Unis en 97. Je rentre en France, 98, à la Coupe du Monde. Ah, il faut pas la louper. Arrête, hein, oh. Donc, Coupe du Monde, je rentre et je rencontre Carole. Et 15-20 jours plus tard, elle est enceinte. Donc elle est française? Ouais, de Cannes, je l'ai rencontrée. En fait, j'avais rencontré. Tu l'as rencontrée à la Coupe du Monde? Ouais, plus loin. Je me rappelle, à l'époque, j'avais tu sais, les scooters comme ils font électriques, là. Imagine un avec un moteur, ça s'appelait un GoPed. J'étais le premier à l'avoir. 98, je faisais le beau là-bas. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas me manquer, quoi. Et je suis rentré évidemment, en France pour quelques mois avant de vouloir repartir encore aux États-Unis. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré Carole, on est partis ensemble. C'est-à-dire que c'était vraiment, wow, un chien, un lézard, un enfant qui allait arriver et une femme comme moi, un peu, parle anglais, la culture, l'éducation, tout ça, c'était complètement wow. Et c'était facile de la convaincre de partir? Parce que vous veniez de vous rencontrer, Nico? J'ai jamais eu besoin de la convaincre ou lui dire. C'est plutôt elle qui a fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on va faire ça. Tu vois, c'était toujours un peu le temple de la meant famille. To be, quoi. Ouais, c'était ça. Donc, on est arrivé, ça s'est bien passé. Travailler dur, je me suis retrouvé avec un boulot ou deux de mannequinat qui a fait que j'ai pu avoir les papiers. Et de là, évidemment, tout est un peu plus simple parce que t'es intégré dans la société américaine à 100%. T'es plus, oh là là, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc, ça a été un petit peu compliqué, mais pour avoir mes papiers dans le sens pour devenir américain, ça a pris 10 ans. Pour avoir mes papiers, ça a été assez rapidement avec un visa H1B pour le mannequinat et tout ça. Donc, de là, j'ai fait un peu du commercial acting. J'ai passé 4 saisons à Miami
Entre-temps, il y avait 9/11, je suis rentré en Italie, je travaillais pour Armani, je faisais du mannequinat, plus ou moins, tu vois. D'accord. Donc, c'est vraiment ça qui t'a lancé le mannequinat Ouais, le mannequinat et aux le US au début. commercial acting. Alors, le commercial acting ou l'acting commercial, pour les non-anglophones, on parle ici en fait de publicité, de job en tant que comédien dans des pubs. Tu vois, un jour, j'ai rencontré Will T'as Smith. fait une pub pour Bud, non? Alors là, tu me tues parce que c'est la pub pour Bud que Will Smith a regardé à la télévision pendant qu'il était à l'hôtel où j'étais serveur. No way. Et Will Il t'a reconnu? Smith, il me dit, mais c'est moi qui lui dis, j'ai fait ce commercial parce que je m'occupais de lui un petit peu. Il voulait absolument que je m'occupe de lui, je lui fasse ses mi-chèques. Il était en train de s'entraîner pour le film Ali. Et il était tous les matins, et bonjour, on s'entendait super bien avec Will. À ce moment-là, je crois que c'est son fils qui était né, et le mien aussi en même temps, donc ils ont 6 mois de différence ou un truc, c'était assez marrant. Mais le mec, il m'a dit, Gilles, la caméra, il faut que tu déménages sur Los Angeles. Et alors, je l'ai plus Parce que là, jamais, t'étais à Miami. ouais, je l'ai plus jamais revu, j'ai plus jamais parlé. J'ai beaucoup de news de lui, comme tout le monde, mais j'ai écouté ce qu'il a dit, quoi. Et je suis parti à Los Angeles. Et donc, de là, dans ma tête, tu sais, encore une fois, peut-être que c'est l'inconscience, hein, je sais pas, mais quand je visualise quelque chose, en fait, je le fais avec de l'aisance parce que c'est complètement normal de le faire, c'est ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu joues un peu l'imbécile, quoi. Ah non, non, c'est ça que je veux faire. Et les gens qui te mettent des mythos, il comprend pas, il va jamais réussir. J'ai entendu beaucoup de Français dire ça à l'époque. Tu sais, quand tu rentres à la plage, au bercail, quand tu as grandi, mais il est mytho, jamais il va faire ci, jamais il va faire ça. Eh ben voilà, je sais pas où ils sont, mais je sais où je suis. Et, et c'est vraiment compliqué parce que au début, ça faisait un petit peu mal de voir les gens que tu crois qui t'aiment et qui te supportent, des gens même de ta famille qui étaient dit, t'es le fils du boulanger, reste en bas du clocher, quoi. Et en fait, les gens, ils te mettent des bâtons dans les roues dans ta tête, à toi tout seul, hein. Leurs doutes peuvent être dangereux, en fait, pour ton mental à toi aussi. Mais ouais, ton corps, il comprend pas la différence entre c'est bon ou c'est pas bon. Sauf que quand tu te le dis toi, ton corps, il comprend à ce moment-là. Quand quelqu'un te dit c'est pas bon, tu te fais du souci et tu te poses des questions. En fait, tu vois, c'est un peu comme toi, demain, tu veux avoir le meilleur podcast de la planète, tu te le dis que tu vas le faire et tu le fais. Il y a rien d'autre. C'est pas plus compliqué. I want to do this. Et tu le fais. Et terminé. Et ça, des fois, c'est mon épée Damoclès, hein. J'ai beaucoup de mal, des fois. C'est facile d'être négatif, surtout avec dans le monde où on vit tous les jours. T'as envie de faire quoi? Et t'imagines, moi, il y a une semaine, on me dit, imagine que je fais un truc sur un cirque ou un truc où je fais une comédie. Mais j'aurais pas du tout envie de faire la comédie, là. Tu regardes, t'allumes la télé, t'as envie de partir de cette planète. Tu dis, il y a quelqu'un sur Mars. Tu as envie de te casser. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment d'être égayé et de pouvoir avancer. Mais on va arriver. Les humains, il y a plus d'humains qui sont bons que mauvais. Et un jour ou l'autre, on va tous se révolter pour la bonté et ça va être très très bien. Je pense. Très bien. Je pense. Mais dis donc, t'as un sacré mental, en tout cas. C'est super. Il faut, hein. Je comprends toujours pas ce qu'il me raconte ici. Il faut, hein. Donc voilà quoi. Alors, donc du coup, te voilà à Los Angeles. Du coup, tu vas en fait, je me demande, tu vois, et peut-être que c'est un truc qui s'est fait super naturellement, ou est-ce que c'est une décision que tu as prise? Tu étais donc dans le commercial acting, donc dans des publicités, du mannequinat. Est-ce que ce qui t'attirait, c'était déjà finalement le métier d'acteur, ce que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que c'est un truc qui arrivait un peu, une opportunité qui arrivait comme ça? Comment ça s'est fait? Alors je vais te dire un peu la vérité aussi, hein. Depuis tout petit, tu sais, des fois, avoir une petite voiture en tant que jouet, et de jouer aux policiers, aux gangsters, tu vois, tout ça. Depuis tout petit dans ma tête, je sais que je peux 100% rentrer dans la peau d'un autre personnage et m'évader avec, quoi. D'accord, donc tu jouais un peu la comédie déjà tout Tout le seul. temps. C'est Al Dupontel, tous ces gens qui m'ont toujours fait rêver en tant que comédien, artiste. Tu les regardes, tu les mimiques, on appelle ça, hein. Tu fais un peu le caméléon, tu les mimiques, tu regardes, tu dis ça, c'est pas si compliqué que ça. Je le ressens, j'ai aucune appréhension des caméras, j'ai aucune appréhension aussi du rejet. C'est ça qui est vachement important. De tenter ta chance. Ouais, j'ai aucune appréhension. Je m'en fous de vraiment ce que les gens y pensent parce que je sais que je fais mon métier comme il faut. Là, je viens de finir un film là il y a une semaine ou deux en Bulgarie et tous les mots sur toutes les scènes, ils sont cruciaux comme une dissertation pour moi. Pourquoi il dit ça, comment le moment de sa vie où il lui fait réagir comme. Alors, j'adore me rentrer vraiment
dans la peau d'un personnage qui fait que il a changé le cours de l'histoire, par exemple. Il y a des fois, tu joues des rôles, les acteurs se rendent pas compte que c'est vachement important, non seulement pour lire une histoire, l'expliquer, mais surtout pour les gens, si l'histoire est vraie, il y a des gens qui sont encore là, qui existent, hein, et qui vont voir ça. Donc j'ai toujours pris tout vachement au sérieux, mais j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Maintenant, j'ai toujours été réaliste, hein. J'ai une chance sur 1 milliard. Hein. Bon, voilà. C'est soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Et je pense que le tournant de ma carrière a été le fait que, tu vois, encore, c'est l'histoire d'une femme. Hein. L'histoire d'une femme, l'histoire de sa femme, Carole. Carole dont Gilles nous parlait tout à l'heure, Carole qu'il a rencontrée juste avant de repartir vivre aux États-Unis, et cette fois-ci pour de bon. Alors que Gilles cumule les petits boulots et essaye de devenir donc acteur, il enchaîne les contrats de publicité, de commercial acting. Carole, elle, coupe des cheveux. Elle est coiffeuse. À l'époque, ils ont 2 enfants. On est en 2006. Et elle lui fait un jour la surprise de mettre de côté ses économies, ses salaires, afin de lui offrir un scooter. L'idée étant que le trafic est tellement dense en voiture à Los Angeles que ces scooters lui permettront peut-être de décrocher le rôle dont il rêve sans pour autant passer sa journée dans la voiture. Et Carole n'aurait jamais pu s'en douter. Mais ce cadeau, ce geste, cette pensée ont finalement permis à Gilles de lancer sa carrière. Ma femme a coupé les cheveux derrière mon dos parce que j'ai fait un peu du commercial acting, j'ai essayé un peu de faire un petit peu d'argent, tu vois. Maintenant, j'avais 2 enfants, tu vois, en 2006, et puis ma femme coupait les cheveux aux gens, elle faisait $30, $20 par coupe de cheveux, et elle a mis 400 € de côté, et elle m'a acheté un petit scooter 50. Comme ça, je peux aller faire les auditions plus rapidement, parce qu'à Los Angeles, le trafic, c'est horrible. Donc, j'avais mon petit 50 dans les collines, et puis j'ai un coup de fil, il me va une audition pour Sex and the City. Et moi, je suis le Sex and the City, c'est le show, il est fini. Ah non, c'est le film. Et j'arrive là-bas grâce à ma femme qui m'a acheté ce scooter à la dernière seconde. J'attends, je fais l'audition, je regarde tous ces mecs très américains. Yeah, ils font les mecs chaud, dur avec les femmes, tu sais, les trucs qu'ils aiment pas trop, les meufs. Des fois, il y en a qui aiment pas ça. Mais bon, moi, j'ai fait l'opposé. Je pensais que pour ce caractère-là, l'opposé, c'est en fait, ouais, tu peux sortir les violons, tout ce que tu veux, mais en fait, je pensais que le caractère dans lequel je jouais, il avait absolument aucune gêne d'être sexuel avec les gens tant qu'ils leur disent « j'ai envie que tu passes un bon moment ». Donc, il n'y avait pas de ça. C'était « oh, it's just love and it's gonna be amazing ». Alors, ils ont été un peu « oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Le mec, il n'a pas besoin de forcer pour tirer sa crampe, on va dire. Hein. Il joue vraiment comme Kim Cattrall a joué auparavant. Et donc, je suis passé un petit peu à travers le filet, et puis callback, et puis un boulot qui était assez important et qui a un peu changé ma carrière. Et de là, évidemment, Sex and the City, c'était n'importe quoi. Et on m'a demandé de faire Dancing with the Stars. Et là où j'ai un petit peu du problème, parce que, attends, maintenant je suis un artiste, je suis un acteur, c'est du sérieux, je vais pas aller danser, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Un reality show, j'étais en train de jouer le rôle sur Nip Tup avec Vanessa Redgrave, qui est une reine de l'acting, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, le guignol? J'ai un pote à moi qui m'a dit, non, fais le guignol. Parce que les gens, ils savent pas qui tu es, toi, en tant qu'homme. Et ça va nous aider en tant qu'homme, aux États-Unis, de comprendre que les hommes, ils peuvent être différents et ils peuvent avoir une vie de famille. Ils peuvent être respectés, ils peuvent travailler, ils peuvent être successful, et ils peuvent être aussi le faire avec beaucoup de gentillesse. Il n'y a pas de besoin de niquer qui que ce soit, quoi. Et j'ai mon pote qui m'a dit, fais-le, l'Amérique va tomber complètement amoureuse de toi. Ah ben, ça s'est passé comme ça. Il y avait 35 millions de viewers. C'était hallucinant. Ah, wow, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Il y avait du monde qui regardait, quoi. Donc, du coup, ça m'a changé un peu ma vie de faire Dancing with the Stars. Parce que voilà, les gens, ils voyaient que j'étais marrant, ils voyaient que j'étais honnête, ils voyaient que j'étais un papa de la maison, j'étais tout comme eux. Et de m'humaniser, ça m'a donné une carrière. Ah, tu vois, c'est une belle leçon. Tu vois? Ouais. Moi, je me souviens que je t'ai découvert en regardant la série Switched. Toujours Angelo, c'est ça? Yeah, Angelo Sorrento. Et je me souviens qu'en fait, en regardant, alors j'avais adoré la série, mais en regardant, je m'étais dit, mais
il est français ou il est pas français? Ah, j'adore Et ça. et et en fait, je me demandais du coup comment, est-ce que tu cultives ton accent ou est-ce qu'au contraire tu l'as beaucoup travaillé pour pas l'avoir ou Alors, enfin, tu vois? Parce que ça peut être considéré comme un avantage autant qu'un handicap. Du coup, je me demande comment tu fais? bah, je vais te dire, hein, j'ai jamais appris l'anglais en France. J'ai Ouais, jamais appris c'est un l'anglais, avantage sûrement. hein, c'est là l'avantage. Parce que quand je suis arrivé ici, je change pas le personnage. J'ai toujours été un caméléon. Donc, j'écoute l'intonation des gens, je comprends que l'accent, je pourrais jamais le perdre. Un Américain va entendre l'accent. Il va pas savoir d'où il vient. Parce que si tu apprends de la France, je vais te le faire. Hello, my name is Gilles Marini. I'm from France and everything is very beautiful. Je peux faire comme ça. Parce que On te demande des fois de le forcer un peu? bien sûr, tu sais que j'ai pratiquement jamais eu un rôle de français à cause de ça. C'est vrai? J'arrive et hey, my name is Gilles. I'm from France. Life's great, right? They're like, can you have a French accent? Ah, c'est oh, vous voulez Pepe Le Pew? C'est ça. Oh, oh, I'm from France. And tu sais, c'est marrant parce que si tu fais ça à qui que ce soit comme autre culture, minorité aux États-Unis, les gens qui me parlent comme ça sont non seulement virés, mais ils sont cancel. Ah ouais. Tu te vois, toi, je suis en train de t'expliquer comment quelqu'un, comme tu viens de voir chez Congo, d'Afrique parlerait et je te le mimique, mais je me fais sauter en l'air. Bien sûr. Bon, ça fait 20 ans qu'on se fout de ma gueule. Et moi, je dois le prendre avec le sourire. Des fois, rarement, je fais, oh, tu sais que c'est un petit peu offensif. Ouais. Et Mais comment on réagit quand il dit ça? ben, les gens, ils s'en rendent compte. Il fait, oh, c'est pas D'accord. parce qu'il est complètement blanc que je peux me foutre de sa gueule impunément, quoi. C'est pas parce que c'est comme si je me foutrais d'un mec qui a un accent en Finlande toute la journée, quoi. À la fin, le mec, j'espère qu'il va me dire, arrête de te foutre de moi, quoi. C'est bon, j'ai compris. Sans ça, c'est vraiment un vrai, tu sais, des fois, j'ai le problème quand je viens faire des interviews en France. Ça fait 25 ans que je vis ici, Marie, à Anne. 25 ans. Pensez à la Vierge Marie, je sais pas pourquoi. Euh, Merci. ça fait 25 ans que je vis ici, tu vois. Mmh. Ça fait plus de temps dans ma vie que je vis aux États-Unis que je vis en France. Je suis parti à 20 ans, j'ai 47 ans. Donc, je suis plus lingo américain que français. Mais j'ai toujours un accent en anglais. Et maintenant, quand je vais en France, ben, des fois, je trouve pas mes mots. Ah oui, bah ouais, Alors, c'est comment c'est normal. foutu de la gueule de Van Damme? Le Ouais, regret c'est qu'il y ça. a. Ah, le regret. Parce que quand tu te trouves dans cette situation, j'entends rarement parler français. Ça, là, en ce moment, la personne que tu as vue, elle est aussi ou même plus famous que moi, hein, dans le monde du sport. Cheikh Congo est le premier Français, 100% français, à s'expatrier aux États-Unis et devenir une des légendes du sport du MMA, tu sais, les cage fights, UFC, tout ça. Eh ben, Cheikh et moi, on est amis depuis bientôt 2007. Ça fait bientôt 20 ans. On s'est jamais quittés et on est deux Français plus ou moins inconnus en France qui ont fait toutes nos armes aux États-Unis. Donc, on a ce truc en commun, lui et moi, on est les Et frères, vous quoi. parlez français ou anglais alors? Avec C'est Cheikh, on se parle français. On se parle français des quartiers. Alors, c'est mourir de rire. Parce que moi, je suis parti d'un quartier. Alors, c'est un peu, bon, je veux dire, arrêtez, un peu wesh-wesh de l'époque, quoi, des années 90. Mmh. Toi, tu connais pas, t'es trop jeune. Mais Bah si quand même. et donc les Français comprennent pas comment on parle quand on parle avec eux, quoi. Et ben, Cheikh, il est Sevran, tout ça, donc il a un peu des quartiers aussi là-haut. Donc on a vraiment un français un peu spécifique. Et on se quitte pas, quoi. On est famille. Point final. Ses enfants, c'est mes enfants, et mes enfants, c'est ses enfants. Ben regarde, il est là à la maison. Il habite au Texas en général, mais il est là à la maison et c'est normal, quoi. Et c'est un peu ce truc extraordinaire qui devrait être un peu dit un jour parce que c'est vrai qu'on est les premiers à avoir fait ça. Il y a personne d'autre que je connais qui a pris ce parcours de absolument rien, aucune arme, ou quoi que ce soit, de langue ou quoi que ce soit. On s'est pointé ici. Moi, quand je suis venu à faire le festival de Monaco, les Italiens croyaient que j'étais italien, me parlaient en italien, les Grecs me parlaient en grec, les Français se demandaient d'où je venais. Le caméléon quoi, comme tu dis. Parce qu'on a fait toutes nos armes ici, quoi. Mais c'est vrai que la France me sourit de plus en plus. Là, j'ai fait un film en 2018 avec Jean Reno. Et je commence à regarder la France et la culture cinématique qui est absolument extraordinaire. Parce que bon, c'est vrai, si on parle de séries télé, des fois c'est un peu dur pour moi de regarder. Je te dis la vérité, c'est un petit peu, il y a pas gros monde pour jouer ou quoi.
Et Les séries françaises, tu veux ouais, dire? ouais, les séries françaises. Il y en a des bonnes, hein. Je dis pas, hein. Mais il y en a où, par contre, les films, bah, depuis les années 60, moi, je suis toujours effaré par la qualité, le côté noir, le côté sarcastique, le côté français qui est vachement culturel, où c'est un petit peu compliqué de faire comprendre au monde entier. Mais c'est vrai que moi, j'adore. Et donc, un film ici, un film là. Et j'aimerais un petit peu plus rentrer au bercail des fois, une fois, 2 par an, faire un film en France qui vaut quelque chose. Ou... Ouais, ça me plairait maintenant de plus en plus qu'à l'époque. Donc, c'est quelque chose que tu regardes. Ouais. Alors, j'ai une question sur la culture cinématographique entre la France et les États-Unis. C'est un grand débat. Mon mari est américain, enfin, moi aussi, mais d'ici, quoi. Quand il regarde un film français, dans les grands classiques, je sais pas, tu parlais de Reno, par exemple, Le Grand Bleu, il appelle ça le French ending. Le French ending, où en fait, on te dit pas c'est tout. pas, ouais. Ouais, non seulement on te dit pas tout, mais on le laisse un petit peu noir, le French ending. Il y a Ouais. quelqu'un qui Donc, c'est meurt. vraiment quelque C'est chose, quoi. jamais, Ouais. c'est jamais Arnold Schwarzenegger qui dit I won. Ouais, Non, c'est ça. non. C'est toujours, il y a le héros qui meurt ou un truc comme ça. Mais tu sais que l'histoire de Jack Mayol entre nous, hein, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est pas un grand film. Hein. C'est énorme. Bien sûr. Mais je pense qu'il a raison dans le sens où, en fait, c'est complètement culturel. Hein. On aime bien laisser les gens un petit peu sur leur faim pour les laisser réfléchir. Et ça, c'est important et puissant. Je pense que la France, par rapport à l'Amérique, ils ont un truc qu'ils n'ont pas et que nous, on a ici, c'est l'argent. Si tu donnes à quelqu'un 750 000 $ pour faire un film, et tu dois, you need to come across, tu dois vraiment Délivrer. expliquer l'histoire, et tu as très peu d'argent, ben, tu vas te concentrer sur les paroles, sur les émotions et tout ça. Et demain, le même film, tu donnes 10 millions de dollars pour le faire, il y aura plus de feu et de jeu. Et les États-Unis, c'est beaucoup ça. Regarde le Disney, ils ont aucun film qui est important. Il y a que des choses avec des mecs qui ont des câbles derrière le dos qui s'envolent. Parce que ça fonctionne et c'est beaucoup d'argent. Et ça fait des revenus. Donc, c'est là où le film français a une énorme valeur. Et c'est vrai que s'il y avait un petit peu plus de... Et il y a de l'argent en France, hein. Faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Un petit peu plus une bonne moyenne. Quand tu tournes une série en France, t'en fais pas 24 par an. T'en fais peut-être 10 max. 8. Quand j'ai rencontré Gérard Klein qui faisait l'Institut, il me disait on tourne 8 épisodes par an, à midi, tout le monde boit un verre de vin, terminé. Quoi. Plus personne qui bosse. Ici, laisse tomber, 5 heures du matin, t'es encore sur le set. Quoi. C'est vraiment une machine qui doit être respectée. J'ai travaillé avec des gens en France, j'ai halluciné dans le sens où les règles, elles sont complètement différentes parce que les unions, elles sont complètement différentes. Les syndicats. Oh, voilà, le syndicat, ici, c'est le directeur, le réalisateur du film peut pas venir me voir en me disant, OK, Gilles, j'ai bien aimé ça, mais fais-le comme ça. Le mec, il est viré, directeur du c'est interdit. Pourquoi? Le réalisateur doit te dire, j'aimerais bien que l'émotion soit spécifique vers ce mot-là et beaucoup plus de douleur. Mais il doit pas dire comment le faire parce que c'est pas son travail. Son travail, c'est être réalisateur. Il est en train de me dire de faire bon travail. Ah, il se fait virer, quoi, tu vois. Et c'est pareil. Donc, c'est très codifié. Voilà, tu as dit le mot parfait. C'est très codifié, tout le monde a son taf. Si demain, je vois un truc qui tombe par terre, un câble qui tombe par terre, je le ramasse pour le mec, il me dit « Oh, s'il te plaît, ramasse pas, je vais me faire virer. » Tu vois, le truc de fou, quoi. Ah, waouh. Okay. En France, c'est un petit peu tout. Ouais. On verra comment ça se passe. Puisqu'on parle justement de l'industrie du cinéma, tu as joué aussi dans beaucoup de séries et de films. Donc, il y a la grève là, des acteurs. Tu veux bien m'en parler ou je te vois lever les yeux au ciel. Alors, je sais pas. Non. Si tu... non, mais les yeux au ciel. Peut-être qu'on peut expliquer de quoi il s'agit, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne en France avec quels étaient les enjeux. longue histoire courte. 2010, 2012, il y a un petit peu le Netflix qui arrive, Netflix, le Amazon, le Hulu, le Disney, ils arrivent tous là. Et comme c'est pas du tout les mêmes contrats qu'il y a pour la télévision, eh ben ils ont commencé à instaurer le fait que bon, écoute, Gilles, je te prends pour cette série, ben tu vas pas prendre 20 000 et comme à l'époque, nous on donne 50, mais par contre c'est un buy-out. Voilà. Ça veut dire quoi un buy-out? Ben il y a pas de résidual, il y a pas de royalties.
On t'achète. D'accord, donc c'est un flat fee. C'est un flat fee, tu il y fais aura rien ton d'autre, quoi. épisode, on te donne 50 000 par épisode, on te donne 100 000 Quoi par qu'il épisode. arrive, il y aura rien d'autre. Voilà, rien d'autre, quoi. Alors, beaucoup de gens ont fait, bon, écoute, bon, ben, en ce moment, j'ai pas de travail sur ça. On commence à s'y mettre, et on est bien payé, on dit, ah, c'est bien et tout. En fait, personne n'a fait les maths. Parce que cette évolution est passée de 4 chaînes télé où ils te donnent les résiduals. Moi, je suis encore payé autant pour une série de Brothers and Sisters. Maintenant, aujourd'hui, qui te sauve la vie. Qui est terminé. Qui te sauve la vie, les résiduals. Te sauve la vie quand il n'y a plus de boulot. C'est ça que les gens ne se sont pas rendus compte. D'accord. Alors, toutes ces plateformes, elles sont mises en plateforme. Les grosses chaînes de télé sont mises en plateforme. Ils ont tous dit, allez, c'est quand on va faire des millions. Alors, ils font des revenus abasourdissants sans donner quoi que ce soit aux acteurs. J'ai trouvé ça un petit peu business, comme on connaît. Les studios et les acteurs, ils ont tous délégué le pouvoir au studio. Le studio est le patron. Donc, ils ont mis un peu leurs règles à eux. Ils font des millions et des millions et des millions et des millions et des milliards. Et puis, ils donnent plus les pacotilles, les miettes de pain. Ils les donnent plus aux acteurs. Tu vois, c'est devenu... Ils redistribuent rien, quoi. Non, on fait 100 € par jour, quoi. Arrête, il faut être plombier. Tu fais plombier, tu fais plus d'argent qu'un acteur. Je te le garantis. Je te garantis. Moi, je les vois, les fiches de paye des autres aussi. C'est hallucinant. Comme le métier de comédien, je te le dis, hein, je vais pas le recommander à qui que ce soit aujourd'hui. Hein. Ça fait 1 an qu'on est en grève. Hein. On est en grève et on avance nulle part. Et les miettes, à la fin, ils vont te donner le 0,1%, ils vont rigoler. Et on va travailler pour ces bouffons. Alors, il faut arrêter. Il faut faire les choses comme il faut. Et je pense que la meilleure chose à faire de nos jours, c'est un petit peu... Il y a un conflit avec la Palestine et l'Israël. Il y a un conflit avec plein de choses comme ça. Je dis toujours la même chose à tout le monde. Quand tu es oppressé, tu peux pas demander à ton voisin de venir te filer un coup de main. Ça, c'est facile. Tu crées ta propre évolution et tu dis non. Tu veux fixer le problème avec les studios? Va avec tous les unions, SAG, évidemment, et tout ça, et tu crées que des indépendants. Tu élimines les studios. Allez hop, on élimine les studios pendant 2 ou 3 ans. Tu vas voir qu'eux, ils perdent tout. Si tous les en même temps, acteurs... c'est là qu'il y a l'argent. Actuellement. En même temps, c'est là qu'il y a l'argent. Eux, ils ont l'argent. Mais moi, s'ils me payent rien et ils se foutent de la gueule du monde au bout du compte, ben, je préfère qu'on paye rien et qu'on se fout pas de la gueule du monde à la fin et qu'on crée nous-mêmes les acteurs nos studios, nos façons de produire des films. Parce que si on n'a plus besoin d'eux et que les indépendants nous payent non seulement ce qu'il faut, mais en plus avec des résiduals, ben, les studios, ils disparaissent. Mais parce qu'il y a tellement de pouvoir, un peu comme le lobbyisme avec le gouvernement, tu vois, fais ta propre révolution. C'est ça que je dis. Hein? Il y a eu une révolution en France. On a dit stop l'anarchie. Stop la monarchie plutôt. La monarchie, ouais. Hein? La monarchie. Et stop. Et bon, c'est fait notre révolution. Ben, il y en a qui font des révolutions 100 ans, 200, 500 ans plus tard. C'est pas grave, mais il faut la faire. Tu te fais traiter comme de la merde par les studios. Travaille plus avec eux. Mais tout le monde n'a pas ce luxe. Enfin, je veux dire, toi, tu as ta réputation. Ouais, mais c'est pas une histoire de ça. Ouais. C'est littéralement de nos jours. Tu peux pas me dire qu'on a besoin de studios. 99% du temps, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on crée nos propres content. Les gens, ils sont viraux. Ils font des millions de dollars, les gamins. C'est fini, les trucs. Il faut changer, il faut faire la révolution de ce truc-là. S'ils veulent pas nous donner notre paye à nous, c'est comme si, en ce moment, c'est comme tu dis aux footballeurs, on donne 7 €, quoi. Tu vas jouer le championnat du monde, on donne 7 €, quoi. Non. Vous avez fait 50 milliards. Moi, je veux ma paye. Même, j'ai dit 7 € pas pour dire des conneries, parce que les footballeurs, hommes, font un truc comme 7% des revenus. C'est que dalle. Les femmes footballeurs, aux États-Unis, font 20% des revenus. Ouais. Mais c'est quand même vachement moins payé. Mais pourquoi? Que les hommes, elles sont vachement moins payées quand même. Pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que, je sais pas, il y a moins d'audience? Oh, ben oui, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'argent. Pourquoi tu donnerais plus d'argent à quelqu'un qui ne bouge personne? Le foot est homme mondial. Tu t'engages sur un terrain glissant, là. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, si tu regardes la maths, le footballeur homme fait 7% des revenus, le footballeur femme fait 20% des revenus. Elle fait plus d'argent. Point final. Si proportionnellement, demain, ouais. Proportionnellement, elle fait bientôt 3 fois plus d'argent. Mais il faut être gentil parce que il n'y a pas trop d'audimat. Ben putain, moi j'aimerais bien, tu me donnes plus d'argent, il n'y a pas d'audimat. Mais s'il te plaît, donne-moi cet argent-là. Mais imagine si Ronaldo, il fait wow, je vais être payé 100 millions par mois. C'est là où c'est pas un terrain glissant. Parce que demain, quand moi j'étais mannequin, je faisais mes 1 000 € par jour.
avec la femme à côté de moi qui faisait 20 000. Pourquoi elle fait 20 000 et moi 20? Oh, attends, elle a plus d'audimat, tout le monde veut la mater. Est-ce que tu as entendu les hommes qui gueulent? Non. Chacun a son truc, il ne faut pas attaquer les choses. Tu vois, littéralement, l'homme, le footballeur homme, fait beaucoup moins d'argent. Et si il faisait sa révolution, il ferait grave de la thune. Ça, c'est la vérité, c'est un fait. Que les femmes, elles font moins d'argent au foot, c'est compréhensible. C'est un sport à fond masculin. Malheureusement, c'est misogynistique partout. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais les femmes aux États-Unis, champions du monde à je sais pas combien de fois, il y a de l'audimat. C'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu plus d'argent, mais ils regardent tout simplement parallèle avec ce qu'ils font comme pourcentage. Et ça, c'est un business. C'est un petit peu comme nous. Et le problème comme nous, c'est quand tu as un film comme Disney qui fait 1 milliard, ils ont payé les stars un petit peu de thunes, mais plus personne à côté est payé, quoi. Ça devient compliqué. Il faut absolument qu'on revienne un petit peu aux sources de tout ce qui est fair. Ce qui est juste. Ouais. Parce que là, si tu regardes les pourcentages, c'est même plus des miettes de pain. Là, c'est. Moi, tu sais, il y a pas longtemps, pour faire plaisir à un pote, j'ai fait un truc. J'ai été payé $170 la journée pour le travail. C'est pour ça que je te dis, un plombier fait plus d'argent. C'est vrai que c'est un pote, c'est vrai que c'est du ci, de là, de l'indépendant, mais il a quand même un show à la télévision, quoi. Donc il y a beaucoup de ficelles qui sont tirées, et c'est un petit peu dommage parce que les gens ne voient pas les choses comme elles doivent être vues. On se fait arnaquer par des businessmen et on fait de l'art. Je suis le plus bidon businessman de la planète. Si je vais acheter une baguette de pain, je demande à ma femme, hein, parce que je vais me faire arnaquer, moi. J'ai toujours été l'artiste, oui à tout, et puis j'espère que l'homme est honnête. Et bon fait, derrière. Et non, ouais. Et en fait, chaque fois, tu te fais griller, quoi. Donc, à un moment, ben, les acteurs, ils en ont plein le dos, ils font leur grève, mais à la fin, tu sais, leur revendication et ce qu'ils veulent, c'est rien du tout, quoi. Et de voir qu'on s'enlise là-dedans parce qu'il y a 2-3 personnes qui veulent faire 1 milliard de plus sur 55 milliards, ils veulent faire 56 milliards et foutre toute l'industrie en l'air. Je trouve que c'est bizarre parce que je pense que les gens en 2024 ils vont se rendre compte à quel point on est essentiel à la vie de tous les jours des gens. Parce qu'en 2020, on a pris une claque énorme, les artistes. On a pris une claque énorme. Ouais, avec le Covid, il y a eu plus de tournage. Non, mais même plus que ça. Je me suis senti complètement inutile. Pourtant, les gens, ils étaient chez eux à regarder la télé. Enfin, mais quand même. T'as pas vu comment on s'est fait insulter? Parce qu'il y a des gens qui ont un peu plus de feu et de jeu que moi inclus. Hein. Alors, il y a eu beaucoup pourquoi vous vous plaignez, tu sais là, et tu te rends compte que tu n'es pas essentiel. On parlait que de médecins et de nurses et tout. On s'est rendu compte que en fait, on sert à rien, quoi, tu vois. Et c'était un peu un retour au bercail de dire oh là là, et vous prenez pas trop la tête ici. La vie, elle est beaucoup plus compliquée, quoi. Et puis, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, les gens, ils voulaient se recroqueviller sur la télé qui n'existait plus. Et là, en 2024, tu vas voir. Il va plus rien avoir. On voit déjà qu'il n'y a plus grand-chose qui sort, justement, mais on n'avait pas, enfin, vous n'aviez pas atteint une certaine résolution. Enfin, je croyais avoir vu des trucs passer. Honnêtement, la vérité, c'est que le fait comment était fait en 2010, par exemple, comment ça se passe, les résiduals et tout ça avec les networks qui sont nationaux, les plateformes auraient dû faire la même chose. Ils auraient fait autant d'argent, voire plus. Et il n'y aurait jamais eu d'embrouille. C'est juste une histoire. Je veux garder mes 25 centimes. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est complètement aberrant parce qu'il n'y a aucune issue à ça. Et là, il y aura une grève. Dans 5 ans, il y aura une autre. Et puis, dans 10 ans, il n'y aura plus d'acteurs parce que ça va être tout AI. Mais moi, je vois des choses que toi, tu hallucinerais, de tomber par terre. L'intelligence artificielle? Mais je me demande comment les écrivains de writers, les écrivains, ils ont dit « on a trouvé un agreement ». Mais moi, je m'en fous de ton agreement. En 2 minutes, je tape 2 trucs, click write, et puis tu me fais ton script de suite. C'est obligé que ça va disparaître. Et les acteurs, une fois que ils veulent nous scanner et nous dire, allez, c'est bon, je vais utiliser ton scan pour la vie. Évidemment qu'on se fait du scanner ta voix, tu veux dire Toi, le corps, tout, mais c'est fini. Dans 10 ans, tu vas halluciner. Le monde que tu vas regarder through your screen, il sera pas du tout vrai. C'est le Matrix complètement. Moi, je vois des gens qui m'envoient des photos. Oh, regarde l'arbre comme il est beau en hiver. Mais je fais, mais t'es au courant que c'est AI? Arrête de me croire que la planète, elle ressemble à ça. Les gens, ils ne comprennent pas ce qui est vrai ou pas. C'est le début. Tu commences avec les arbres, après tu finis avec les humains.
Donc, qui c'est qui va vraiment faire l'argent? Le boss, le studio, voilà, c'est tout. Donc toi, tu es assez pessimiste finalement sur la résolution du conflit. Le conflit, ça va être donne-moi la miette de pain et puis on va juste faire tout griller, quoi. Il faut juste faire il faut remanipuler tout ce qui est artistique entre nous. Il faut faire notre propre évolution. Et on le fait pas parce qu'on a peur. Parce que le lobbyisme derrière te fait le grand méchant, te fait hey, tu vas être 1500. C'est que moi, si demain je commence à faire quelque chose un petit peu dur par rapport à ça et ça commence à fonctionner, et ils vont me sortir 5 cas de viol, les conneries à la con, ils vont te mettre dedans, ils vont te mettre complètement dedans. Tout ça, tout simplement pour dire qu'on va te calmer. Nous, on est les boss, toi, tu es en bas, tu prends tes miettes de pain, regarde, tu as une villa sur la montagne. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est pas une histoire d'avoir un mec riche. Ce mec riche, il faut qu'il se batte avec nous, avec tout le monde. Parce que moi encore, j'ai une situation où ça c'est entre toi et moi. Écoute, à partir de 2013, c'est bon, j'aurais pu prendre la retraite, et jamais pu bosser. N'oublie pas, de là où je viens, j'ai pas besoin de grand chose. Vraiment pas besoin de grand chose. Je me rappelle encore comment faire les croissants à 4 heures du matin. Je me rappelle. J'ai pas besoin de grand chose. La vérité, elle est que quand tu te retrouves dans une situation où tu as évolué dans la vie monétairement et le business et les 10 et les là, tu mérites de faire ça. Tu l'as volé à personne. Et quand tu vois qu'il y a des grosses compagnies qui font ah non, on l'enlève, c'est là où il faut un peu bouger. Cette année, elle est plus du tout de travail. Alors, il faut qu'on se bouge les fesses à avoir une résolution parce que, comme il disait le patron de Disney, mais moi, je peux attendre. Vous serez tous dans la rue, moi, tout va bien. Il a dit ça? Ah oui, c'est pour ça qu'on est en guerre. Le mec, il a fait quand vous serez tous clodo, vous viendrez faire un signe. Et il a fait. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, des gens qui m'appellent, qui ont de la thune. Tu loues ta chambre, ça te brise le cœur. Après Covid, les divorces, les choses, mais les gens, ils ont tout perdu. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais ça, on parle d'un truc qui est dans ce moment. C'est vrai qu'on a un peu dévié la conversation, mais c'est vrai que ça fait du mal parce que on pensait qu'on était quand même assez important pour le monde, mais on ne l'est pas du tout. Et ça, tu te rends compte que en fait, il y a autant de jalousie ou même plus que d'envie de te voir réussir. Et ça, c'est un peu bizarre pour moi parce que les gens, ils profitent de ce qu'ils regardent à la télé. Ça les fait vibrer, ça les fait pleurer, ça les enrage. Tu sais, on joue des rôles assez spécifiques pour eux, pour l'audience. Et quand tu vois que l'audience fait, on s'en fout de ces acteurs à la con, là. Ils ont plein de thunes. Et tu te rends compte qu'ils n'ont pas plein de thunes. Moi, je vois des gens qui meurent de faim, là. Et c'est des artistes que tu connais. Tu vois, c'est grave ce qui se passe. Et de pas avoir le monde entier dire comme ça, nous, tu sais quoi, on va couper la télé. Si on fait une journée mondiale, allez vous faire foutre. Un truc vraiment réel. Moi, j'ai toujours aimé la politique. Là, Anne Fleur, tu es en train de me dire un truc où moi, j'ai toujours adoré tout ce qui est politique, tout ça. Mais là, c'est la risée pour la populace. Et puis, tu as le grand gouvernement qui est les studios, un petit peu comme gouvernement, qui se fout de nous, quoi. Ils jouent. On est les puppets. Voilà. Mais est-ce que du coup, ça va pas être une opportunité pour d'autres marchés, pas le marché américain, de prendre beaucoup de parts tu parlais tout à l'heure, par exemple, du cinéma, des séries françaises ou d'autres pays? Alors, c'est super ça, jusqu'au moment où tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout d'union chez eux. Je viens de sortir d'un pays qui s'appelle la Bulgarie, où pendant 15 heures, il y a un mec qui me conduit dans tous les sens comme un chien et il fait $20 par jour. Non, Ah ouais. non. Le monde entier. Ah, on veut faire la Ouais, ce sera toujours sur le dos de quelqu'un, quoi. Voilà, on veut la mondialisation. Allez, c'est parti. Moi, je veux que ce mec-là, il fasse 100 euros par jour minimum. Parce que ça ne changera rien au producteur ou au studio à la fin. C'est de la pacotille. C'est le budget de ton wardrobe. Arrête les conneries. Tu vois, je veux dire, c'est un gros foutage de gueule. Et le plus longtemps que tu laisses la personne en bas, le plus longtemps, ça sera ton esclave. Et je supporte pas ça. Quand tu vois, t'as les mecs qui te font, j'ai fait un film de guerre où tu dois avoir des cicatrices dans tous les sens et des heures de maquillage. Et les mecs qui font 10 euros par jour. Tu flippes. Tu dis, comment vous payez? Moi, je suis allé au supermarché. Ça coûte 300 euros de toute manière. Comment vous faites? On fait pas. On a 5 roommates. Mais c'est hallucinant. Donc, c'est bien de vouloir essayer de faire l'indépendant comme on en a parlé. Mais il faut que ces indépendants, ils signent les unions pour qu'ils fassent comprendre qu'ils vont payer les gens adéquatement. C'est pas pour faire du 99% de bénéfices. C'est pour faire du 50% de bénéfices. Tu feras ton 2 millions de dollars sur ton 5 millions de dollars de film. Tu feras ton argent au bout du compte. Mais paye les gens autour de toi. Les prends pas pour des cons. Parce qu'à la fin, ça suffit, quoi. Ça suffit. C'est pas cool. Moi, je me rappelle la façon dont j'étais payé avant, qui était exorbitant à mon goût. Et après, tu compares le pourcentage, comme on a parlé du foot. Et tu dis, mais ils m'ont payé 2%, 1%. Ils m'ont rien payé. Alors, tu es content parce que toi, tu viens du Suquet où le plus que tu as gagné quand tu étais au Pompée de Paris, c'était 150 euros par mois.
Oh, super, on me donne 100 000 euros. On me donne 700 000 $. Waouh! Je suis Ah, ça riche, paraît énorme. super. Ouais, ça paraît énorme, mais tu as fait 50 millions de dollars pour eux. Tu dis, oula, il y a un problème avec le pourcentage. Et puis les unions, ils sont bien au courant, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on commence à dire, bon, arrêtez de me donner 0,002%, parce que c'est pas possible, on va se barrer. Et donc c'est pour ça que je suis tourné un indépendant. Le mec qui a fait le film indépendant, Richard, il a tout donné et voire plus aux gens. Et le film, nickel. Tout le monde va recommencer à bosser avec. Donc c'est possible. Je viens de tourner un film qui va pas. Oh my God, j'ai un trou de mémoire il y a 2 semaines. Tu sais plus le nom du film? C'est une histoire vraie et tout, quoi. Ça va me revenir dans 30 secondes. Hein. Ça va me revenir. Mais extraordinaire. L'histoire d'un. Moi, j'ai toujours adoré les histoires un peu de la Deuxième Guerre mondiale parce que ma grand-mère était une résistante connue. Et donc, j'ai toujours voulu donner un petit peu d'honneur parce qu'elle est déjà longtemps partie, à ma grand-mère Denise. Rendre hommage. Ouais, et là, c'est la première fois de ma vie en 20 ans où je tourne le rôle du héros, du super-héros, quoi. Alors, il y a des héros et un super-héros du super-héros. Alors là, et alors, tu joues le français, l'américain, l'italien, tu joues qui? Cette fois-ci, je joue le français. Ah, génial. C'est l'histoire. On voit la fierté quand même dans tes yeux, là. Mais moi, je viens de rentrer maintenant, mais j'hallucine, quoi. On m'offre un rôle où je joue le rôle d'un sniper, d'un tireur d'élite, dans lequel mon père était tireur d'élite. Mon vrai père, Georges, était tireur d'élite en 1968, chasseur alpin. Et ma grand-mère, dans la Résistance, l'histoire vraie d'un mec qui est rescued, on l'a sauvé d'un contingent allemand pour pouvoir aller accomplir une mission, c'est assez violent. Il doit abattre un général allemand qui est en train d'exploser les ponts pour le débarquement de D-Day, qui est vraiment important. Et ça part en... Oula. Et tu te rends compte que moi, le caractère dont je joue le rôle, c'est stoïque, il est très dur. Et tu sais pas vraiment pourquoi. Et tu te rends compte que le général qui est après lui a tué toute sa famille devant lui. Donc c'est poignant, c'est dur, c'est violent, c'est super bien. J'ai trouvé ça très bien tourné. On a fait ça en 13 jours. C'est ça le problème qu'on a. Les indépendants, ils ont ce problème-là. Si c'est Disney qui arrive, on donne 3 mois de tournage, t'as l'argent que tu veux comme argent, mais ils paieront personne, ils paieront juste pour le film, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a fait ça comme on a pu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de se retrouver dans des tranchées comme ça, dans la difficulté, commémorer, regarder les bouquins d'histoire où ces gens-là apparaissent, tu vois, tu te dis waouh, il faut donner un maximum de respect, quoi. Et ça, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Bulgarie est extraordinaire. Et puis c'est un registre de film que t'as pas eu trop l'habitude de faire jusque-là. Ouais. Le rôle du mec, qui a aucune gonzesse avec qui il peut faire le lover. Ah, j'adore. Tu sais quoi? Je vais dire avec, il n'y avait pas une seule femme. Dans tout le tournage. Dans tout le tournage. C'est la première fois que ça arrive. Pour moi, pas une seule femme. C'est l'histoire de 7 mecs qui se font massacrer. Ben, pas une femme. Voilà. Et en fait, si tu regardes bien, ils auraient pu rencontrer une femme dans un village ou quoi, quand ils marchent, quoi. Mais ces gens-là, ils devaient se cacher pour pouvoir accomplir leur mission. Donc, ça a été vraiment... c'est un peu in-house, enclosed. C'est violent, mais bien fait. Et j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire qu'ils ont respecté ce qui s'était vraiment passé dans l'histoire à ce moment-là. Et ils n'ont pas voulu faire OK, let's get really woke and bring people in, parce que c'est impossible de pouvoir relate and be real. Et Pooch, c'est un acteur qui était dans Ray Donovan, qui est un African-American extra le mec. C'est un bon acteur, il est super, c'est un bon boxeur. Et lui, il joue l'un des rôles de ces soldats. Et on a changé vachement d'écrit parce qu'il y avait aucun écrit par rapport à qu'est-ce que ça fait d'être un homme noir pendant la Seconde Guerre mondiale, à devoir essayer, non seulement tu vas sûrement mourir dans ta mission, mais en plus tu le fais juste pour l'homme blanc, quoi. Ils te respectent pas, qui détestent, et quand tu rentres aux États-Unis, tu vas te faire tirer et lyncher. Toi, c'était
important. C'était important de le dire. Pas juste de dire, on est en 1944, il y a African American warming the street, everything's good. Non, c'était le temps des nazis, il faut s'en rappeler. Donc, il y avait beaucoup de trucs comme ça que nous, on a essayé de garder réels et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est super intéressant. Écoute, c'est prévu pour quand la sortie de ce film? J'imagine c'est 2024. quelques mois. Ouais, avril-mai, quoi. Avril-mai. D'accord. Carol, can you tell me the name of the movie that I just did? I have a brain fart. Ah, donc tu parles français, anglais à ta femme? Ouais. Carole, trouve-moi le nom du film, bordel. Non, elle est avec l'écureuil dehors. Parce qu'elle a un petit écureuil, donc elle s'occupe du petit écureuil dehors. Mais j'ai cru voir sur tes réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'animaux et que tu es très amoureux des animaux. Les animaux, c'est important. Eux, au moins, ils t'aiment inconditionnellement. J'ose espérer que dans ta famille aussi un peu quand même. Mais ma famille, c'est spécial. J'ai beaucoup de chance. Je peux pas dire la chance que j'ai aux gens parce qu'ils vont pas me croire. Là, on a trouvé un rat par terre, sans peau, et qui était en train de mourir. En fait, c'était un écureuil. Oh, vache. Murder Company. Voilà. Murder Company, ok. Merci, Carole. Et on a toujours les animaux. Là, on a sauvé un écureuil qui est devenu un écureuil. Maintenant, il est à la maison, il est dehors, il est libre. J'ai un cougar qui s'appelle un puma, un lion des montagnes à la maison. C'est pas mon... Je viendrai jamais chez toi. C'est pas mon pote, je fais what's up. Non, je lui donne pas à manger non plus, mais tous les jours il passe devant moi, toujours il me regarde. Tu vois, c'est un respect spécifique, moi et les animaux, qui a toujours été réel depuis tout petit. Je sais pas l'expliquer. Les gens me disent mais comment ça se fait tout le temps. Donc j'ai tourné une série qui va aussi sortir là sur Amazon qui s'appelle Beyond Black Beauty. C'est sur les chevaux et tout ça. Et j'étais au Canada pendant quelques mois mais je partais 10, 15, 20 kilomètres tout seul à pied dans la pleine forêt, quoi, avec des animaux qui auraient pu me tuer. Et jamais j'ai eu un problème. J'ai confiance à la nature plus que confiance d'être dans la ville. Ouais. Plus qu'en la nature humaine. Ouais, ça c'est... Je sais pas trop comment finir parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'aimerais bien te poser comme question, mais ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Donc je suis là tranquille. Je veux pas abuser de ton temps. Moi non plus, je veux pas abuser de ton temps. Je finirais bien peut-être juste par te poser une question sur la multiculturalité finalement parce que t'es une composition de plein de cultures que tu as l'air d'embrace complètement, que tu portes avec beaucoup de fierté. Est-ce que tu penses que, je sais pas, est-ce que c'est un truc du coup que tu as transmis aussi beaucoup à tes enfants qui ont grandi, qui sont nés du coup aux États-Unis, au sein d'une famille multiculturelle aussi? C'est marrant parce que mes enfants, ils sont au courant que le monde entier a différentes couleurs et ils sont au courant qu'ils sont, comme il dit Van Damme, aware. Ouais. Il y a ce respect qui est immédiat. On comprend la difficulté de certaines minorités. Ils comprennent depuis tout petit parce qu'ils ont vécu avec. Nous, on vient ma femme vient d'un project. Elle n'a jamais vraiment spécial. Son père, c'était un mec assez space et ça a été toujours assez dur. Et on ne les a pas éduqués comme s'ils avaient des choses. On les a éduqués comme si il fallait qu'ils comprennent que des fois, on a de la chance dans la vie. C'est pas par rapport à spécifiquement what you look like that you're going to make it or not. C'est ce que tu vas faire avec ce que tu as qui va déterminer ce que tu vas faire ton futur. En fait, on est ma fille surtout, elle est allée un petit peu plus loin que nous. Depuis tout petite, elle s'occupe de tout ce qui est kids, qui a autistique, Down syndrome, trisomique, on dit. Elle a toujours été très proche de ces enfants-là pour les aider à ce qu'ils se sentent normal dans la vie. Et ça, complètement parce qu'on a toujours été proche d'associations caritatives où on s'est vite rendu compte que le moment où j'ai fait $150 de tips en tant que serveur dans un restaurant, je me suis rendu compte que on était tous vraiment privilégiés. Et je t'explique même pas quand ça réussit dans le cinéma, évidemment. Donc, avec le peu de pouvoir que tu as dans ce monde-là, si tu fais rien avec, tu mérites pas du tout d'être ici, quoi. Il faut toujours se rappeler d'où on vient, toujours aider les autres parce que l'ascenseur qu'on m'a envoyé, c'est à moi de le renvoyer tout le temps. Et mes enfants, ils ont toujours vu ça. Ils ont toujours vu que c'était pas par rapport à moi, jamais par rapport à moi. Ce qui m'arrive, c'est parce que je pense qu'il y a une question de karma qui est vraie, qui est réelle. Quand tu fais les choses bien, la plupart du temps, elles te reviennent pas à toi.
Et tu te rends pas compte, tu dis, oh, j'ai fait tout ça pour eux, pour ci, pour là. Je me rappelle que j'ai beaucoup donné de mon temps, d'énergie, d'amour, et tu veux rien en retour. Mais des fois, le minimum, c'est d'entendre parler des fois de temps en temps de ces gens-là et tout ça. Et tu te rends compte, en fait, non. C'est toi qui as fait ça pour remplir ton sac de bonté, de ce qui tu es toi dans ton âme. Et j'ai toujours été comme ça. Il faut pas. Tu le fais pas pour le candidaton, tu le fais pour toi aussi. Tu le fais pour toi. Et ça, avec le temps, les gens se rendent compte et ils voient à quel point tu es. Moi, je pense que niveau culture, notre maison, elle est ouverte. On vient de faire un podcast avec toi. J'ai 5 personnes qui sont là chez moi depuis que on a commencé. Et c'est normal. Je sais même pas pourquoi ils sont là. C'est une maison ouverte à tout le monde. Au cougar, du coup, au puma. Hein, je t'enverrai la vidéo. Famille. Je t'enverrai la vidéo. Tu peux même la voir sur Instagram. Elle est tout le temps. Mais je l'appelle Jeffrey, pour Jeffrey Dahmer. Parce que des fois, il t'attrape quelques biches et moi, je retrouve les squelettes. Et il faut bien qu'il fasse son travail, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que tout le monde. Moi, j'ai jamais eu d'a priori. J'ai jamais jugé parce que je trouve que tous les jours, on me juge. Ça suffit largement, quoi. Tous les jours, t'es rejeté, jugé. C'est mon métier, quoi. Donc, bon, pas cette année parce qu'il n'y a plus de boulot. Ça allait très bien. Cette année, plein d'amour. mais c'est vrai que d'inculquer à tes enfants de leur faire comprendre qu'il y a une couleur. Donc, je pense que c'est un petit peu comme ça la grève qui va être fixée. C'est un petit peu comme ça que les cultures elles vont être fixées. Quand tu es forcé à l'armée d'être avec 35 mecs que tu connais pas et les 5 premiers jours, tu te fracasses avec eux un sur l'autre parce que tu as peur de quelque chose qui est étranger à toi, tu te rends compte que c'est que du racisme, de l'inéducation que tu as dans la tête. Moi, les mecs avec qui j'ai rencontré à l'armée, c'est mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est vrai, encore? Eric Saramagna, c'est le meilleur exemple de la planète. Cheikh Congo. Le moment où tu te rends compte que tu as des difficultés dans la vie et les gens qui t'aident autour de toi sont de toute race confondue, on rend compte que le problème, il n'est pas chez les gens, il est chez qui nous dirige. Tu vois? Divided to conquer. We need to be together now. I mean, à tout niveau. À tout niveau. Je pense que culturellement, il faut de la culture et il faut les différences et il faut aussi les différentes couleurs et comme les animaux. Pour que la planète elle fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble à s'accepter. Et je te parle pas un mental disorder. Non, je te parle de gens, l'humain en général. On devrait tous être one. Ça fait longtemps. On a cette capacité mentale. Même les animaux, on le fait pas parce qu'on veut juste du pouvoir et de l'argent. C'est ça le fléau comme problème. Je pense. Mais c'est une jolie conclusion, ça, pleine d'espoir quand même. Il y a de l'espoir parce que je pense que cette génération, on la regarde comme fainéante, complètement endormie dans leurs conneries. Je comprends qu'il y a ça, mais on était si jeunes aussi. Je pense que l'éducation avancée grâce à l'Internet et la possibilité de toucher un petit peu à tout et n'importe quoi va avancer les mœurs et l'acceptance mondialement. Je pense. Parce que moi, je vois comment ils sont les gamins. Hein. À mon époque, si tu savais pas retourner une claque dans la gueule à quelqu'un, ben, t'allais te faire défoncer toute l'année. Ben, maintenant, si quelqu'un est bully, ben, le mec qui a bully, il va en prison, laisse tomber, c'est fini tout ça. Il y a plus de conneries. Mon fils, toute son enfance, alors qui t'emmerde? Personne. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appris à être une machine de guerre et t'as même pas besoin de l'utiliser. Il m'a dit non. Donc, tu vois, ça change, les violences, ça change. Bon, bien sûr, t'en vois d'autres parce que c'est des autres pays qui sont un peu plus dans un autre concept. Mais je pense qu'on est dans une bonne voie niveau violence et haine et tout ça. Il faut juste qu'on se mette ensemble et qu'on arrête de croire à tout ce qu'on nous raconte, quoi. Il y a encore un petit peu de boulot, mais effectivement, il y a de l'espoir. Ouais, je pense. Hein. C'est pour ça qu'Obama est devenu président. Il a juste mis 4 lettres together. H-O-P-E. Et tout le monde a voté pour ça. Il fallait. C'était le meilleur slogan de tous les temps. Hope. Hope. T'enlèves la hope des gens, il n'y a plus rien. Plus rien, c'est fini. Donc voilà, quoi. Dernière question, je te laisse tranquille. Non, mais je suis super bien avec toi. Tu peux prendre tout ton temps. T'as un petit conseil que tu te donnerais à toi? Je sais pas, un petit conseil que tu te donnerais à moi, ouais. À ton toi d'il y a 26, 27 ans, avant de partir, avant de savoir finalement ce que le futur te réservait, tu vois. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu te chuterais à l'oreille, rétrospectivement? Believe in your craft.
Don't listen to the naysayers. And why not you? Donc, crois en ton art. N'écoute pas les gens négatifs, quoi. Ouais. N'écoute pas Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Hey, Anne, pourquoi pas toi? Mais il n'y a pas de raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout simplement ton cerveau qui te dicte ce que tu vas faire dans ta vie. Personne d'autre. Why not you? Bah, ce sera un bon titre d'épisode. Merci beaucoup, Gilles. Anytime. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Gilles Marini pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et puis je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous le savez, ça compte énormément et je vous en parle à chaque fois. Parlez-en autour de vous, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, peu importe, ça compte énormément. Et puis si vous avez encore une demi-seconde, n'hésitez pas à commenter la publication de cet épisode sur notre compte Instagram ou à laisser des petits mots sur Spotify et Apple Podcast notamment. La semaine prochaine, on reste dans le monde du divertissement en quelque sorte, mais nous allons parler de sport. La semaine prochaine, je vous invite à rencontrer Kevin, un danseur étoile de l'Opéra de Denver. On découvre un petit extrait. Je me dis, ah ouais, et là t'as 19 ans, mais t'as l'impression d'avoir 9 ans, quoi. Tu te dis, ah ouais, moi je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on était au McDo, et au McDo, il y avait ce truc de Monopoly, et si tu gagnais, t'avais 2 billets pour aller à New York. Et je me souviens, j'avais dit à ma maman, ça a l'air vachement bien, New York. Et ma maman, elle me dit non, elle m'a dit, mais non, Kevin, c'est New York. Et je lui dis, oh, ça a l'air vachement bien là-bas. Elle m'a dit, ouais, mais nous, on n'ira jamais. Hein. Oh. Et je lui dis, bah pourquoi? Elle m'a dit, ah, mais c'est super loin et ça coûte super cher. Et je lui ai dit, ah, mais ça se trouve, on va peut-être gagner au jeu du Monopoly. Ouais. Et elle m'avait dit, ouais, mais. Ouais, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. Ouais. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai repensé à ma maman qui m'a dit, ouais, mais nous, on n'ira jamais. Et tout d'un coup, je te jure, j'étais vraiment ému aux larmes, quoi. Je me suis dit, bah ouais, maman, en fait, j'ai réussi quand même, quoi. Grâce à mon éducation, enfin l'éducation qu'ils m'ont offert, et puis les sacrifices aussi. Hein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une fantastique fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour découvrir cette nouvelle histoire. À bientôt. Ce que tu entends, c'est un African Grey, c'est un perroquet. Alors si tu entends des gros mots ou quoi que ce soit, c'est pas de ma faute. C'est Chèque qui apprend au perroquet à dire des gros mots. Ah d'accord, voilà. On peut compter sur personne. Voilà, ça compris. Bah non, mais je vais te laisser si tu dois, si tu dois y aller. Non, mais ça c'est l'excuse, tu rigoles ou quoi? Je me sers de toi pour pas aller me faire casser la gueule par Chèque Congo. Parce qu'il va s'entraîner. Ah bah là, il va se faire foutre sur la gueule et il va foutre sur la gueule des autres. Donc aujourd'hui, not the face. C'est ça.